Faire avec les mains. Faire avec... Sinon, c'est payant. Alors, t'as payé un. Non, le genre, la vraie, quoi. On a peut-être un... Mais par contre, on a quasiment plus de ça. Je dis oui. Ça, en fait, ça se moment du KT. Je crois que c'est peut-être la prochaine. C'est grand, Il est interdit de toucher l'écran et qu'il faut respecter la catchbox. Merci. Non, la KT. Et au fait, pas de boisson ni de nourriture. Encore merci. Merci encore pour ce rappel. En tout cas, juste une brève introduction, puisque je pense que Mr. Jack n'est plus vraiment à présenter, puisqu'on le voit à la nuit du hack, on le voit partout en fait. Et c'est aujourd'hui le premier conférencier, je pense, sur le sujet du crochetage en France. Et il va aujourd'hui nous présenter un sujet très particulier, puisqu'il va s'agir encore de sécurité physique. Merci. Alors rapidement, même si c'est un peu mégalo, et puis peut-être que vous me connaissez déjà, donc c'est et mon boulot et ma passion de faire de la sécurité physique. J'ai une société de, je dirais, de conseil et de formation avec voilà, la fabrication d'outils pour tout ce qui va concerner l'intrusion physique, différents types d'outils jusqu'à des outils haut de gamme pour des serrures compliquées, et un peu de recherche, je dirais, scientifique sur la partie intrusion, pour faire un peu le pendant avec tout ce qui est informatique, va pouvoir parler d'intrusion physique, donc notamment avec les IA. Et puis, comme je vous dis, c'est aussi ma passion, donc j'aime bien les serrures, j'aime bien les outils, les techniques d'ouverture, j'essaye d'en avoir le plus possible, parce que on ne connaît jamais tout, et plus on en a, plus on peut en apprendre. Et puis, je gère un peu le forum de crochetage français, et voilà, un blog et un peu de recherche, notamment dans le domaine forensique. Pareil, qui fait un peu le pendant avec la forensique en informatique. On peut faire de la forensique en sécurité physique, donc typiquement savoir est-ce que ça a été ouvert, est-ce qu'il y a une clé qui a été copiée, ou est-ce que c'est du crochetage, est-ce que ça a été ouvert avec une clé, est-ce que c'est une clé qui a été moulée, est-ce que c'est des bum keys, est-ce que c'est des choses comme ça. Donc on arrive, en analysant une serrure, à obtenir ce genre d'informations. Voilà, donc je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. La question qui va nous intéresser ici, donc vous avez peut-être vu le titre, je vais parler d'un test d'intrusion que j'ai pu faire sur une banque notamment. La vraie question, je dirais maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait un test d'intrusion sur une banque ou ailleurs, hein, puisque ce n'est pas le seul lieu où j'ai été amené à le faire. Tout simplement parce que il n'y a pas que les mots de passe dans la vie, il n'y a pas que les pare-feux, il n'y a pas que la sécurité informatique, même si évidemment c'est important. On a tous de l'informatique aujourd'hui dans la poche avec les téléphones, à la maison. Tout ce qu'on fait est lié à l'informatique, que ce soit la carte bleue, que ce soit voilà, quasiment tout est lié à ça. Donc la sécurité informatique est super importante, mais en général on a tendance à dire dans l'informatique que l'accès physique, c'est finalement l'accès maître un petit peu, hein. Si j'ai un accès physique à une machine, je suis quasiment tout de suite admin, entre guillemets, en tout cas plus facilement que si je suis à l'extérieur du bâtiment et que j'ai que des accès au niveau informatique où il va falloir casser différentes protections, où je vais aussi pouvoir me faire repérer. Si j'arrive physiquement sur une machine, j'ai déjà beaucoup moins de chances de me faire repérer, en tout cas au sens informatique. Ensuite, les serrures, c'est cool, hein, c'est quand même assez rigolo. Il y a le petit côté Arsène Lupin, James Bond mélangé, voilà, où on peut jouer avec les serrures, des fois plus facilement qu'avec des ordis, en tout cas pour moi. Moi, je suis pas une bête d'informatique. Voilà, le gros intérêt, je dirais, des serrures, c'est par rapport au reverse engineering. Il n'y a pas une serrure qu'on ne peut pas analyser en reverse engineering facilement. Dès qu'on est dans de l'informatique, on peut toujours faire du reverse engineering, mais des fois c'est beaucoup plus difficile parce que justement on n'a pas accès au code source quand on est sur du propriétaire, alors que sur une serrure, même si quasiment par définition toutes les serrures ont un code propriétaire,
il suffit de la couper en deux, à la limite, physiquement, et on voit ce qu'il y a dedans. On ne sait peut-être pas comment ça a été fabriqué, mais on voit exactement ce qu'il y a dedans. On peut analyser la matière, on peut analyser la force des ressorts, on peut analyser le contenu, on peut analyser la forme des goupilles, etc. Donc voilà, c'est relativement facile d'analyser. Après, il faut voir quel enseignement on tire de cette analyse. Mais généralement, si on se concentre vraiment sur quelque chose, on arrive à trouver une faille. Et le but de faire un test d'intrusion physique ou de s'intéresser à la partie physique de l'intrusion, c'est qu'on va pouvoir prévenir un risque, donc dire bah là j'ai une porte qui ferme mal ou j'ai une serrure qui est facile à crocheter, je vais pouvoir l'améliorer. Ou bah, dire on s'est fait cambrioler, on veut savoir comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, alors que le mec qui nous a vendu ça, il nous a dit vous inquiétez pas, c'est des super serrures, ils le disent tous. Et donc ça permet vraiment de régler un problème, ou en tout cas de dire ok, cette fois-ci on s'est fait avoir, bon bah ça fait partie aussi du jeu, mais le prochain coup on se fera pas avoir. Alors l'intrusion physique, ça couvre pas mal de choses. On va dire que ça va couvrir toute l'intrusion sauf l'informatique pure. Mais vous avez les serrures en elles-mêmes, c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui. Les clés, évidemment, c'est un gros sujet, c'est des fois même beaucoup plus important que les serrures en elles-mêmes. Mais ça couvre aussi tout ce qui va être RFID, tout ce qui va être RF, même si je ne vais pas en parler particulièrement aujourd'hui. Et ce que j'ai appelé Yamakasi, vous allez voir que l'intrusion physique, c'est pas que les serrures, hein. Des fois, il suffit d'escalader, ou il suffit de faire un trou, hein, ça paraît bête, mais vous faites un trou sous un mur, vous passez le mur. C'est bon, c'est un bypass, hein. Voilà. Et vous allez voir que, notamment dans ce test d'intrusion que je vais vous présenter, alors je présente celui-ci parce qu'il est assez global. C'est un test d'intrusion qu'on nous a demandé relativement complet, donc on s'est bien amusé. On a utilisé toutes les techniques possibles, imaginables, et vous allez voir qu'il y a différentes façons d'aborder un test d'intrusion au sens physique. J'imagine que c'est le cas aussi en informatique, mais encore une fois, je ne connais pas assez bien. Déjà, on va distinguer je dirais l'audit en boîte blanche, l'audit en boîte noire. Alors, je pense que vous avez l'équivalent en informatique, mais moi, comme je le vois, en tout cas dans mon domaine, en boîte blanche, c'est vraiment au sens strict un audit. C'est-à-dire, on vient, on est avec le patron, on est avec le responsable sécurité, on peut aller discuter directement avec, je ne sais pas, les employés, la secrétaire, le gardien, etc., en disant, je viens voir la sécurité, comment ça se passe pour telle chose. Ou on peut prendre une serrure, la démonter officiellement, appeler le fabricant officiellement, etc. Donc ça, c'est évidemment très intéressant parce que ça permet d'être très complet, mais ça a l'inconvénient que ce n'est pas réaliste par rapport à un scénario d'une personne qui n'est pas connue, par rapport à un cambrioleur, par rapport à de l'espionnage industriel. Là, on a accès à toutes les infos, donc c'est un peu trop facile finalement. Et la valeur du rapport qu'on va donner, je trouve c'est une valeur, je dirais, académique, institutionnelle, mais finalement, est-ce que vraiment on aurait réussi à ouvrir? C'est difficile à dire. Est-ce qu'on aura tout vu? Est-ce que tout ça? Bon, c'est pas évident. Et puis on a donc ce que je qualifie de boîte noire, où là on est lâché dans la nature. On nous dit il faut rentrer. Voilà l'objectif, ou voilà ce qu'on cherche à protéger en tant qu'entreprise. Donc là, en l'occurrence, c'est une banque, mais c'est une banque où il n'y a pas d'argent parce qu'on est au siège de la banque, donc il n'y a pas un seul euro qui traîne, sauf la valeur qu'il y a dans les ordinateurs, sauf la valeur, le fichier client, sauf les mots de passe d'accès au compte en banque, etc. Où là, on va avoir finalement plusieurs scénarios. Voilà. En général, quand je propose ça à un client, je lui dis, moi, je peux vous faire le test d'intrusion selon plusieurs scénarios. Soit je vous fais que le premier, soit que le deuxième, soit que le troisième, soit les trois. Après, ça dépend de quoi on veut se protéger. En général, moi, je le distingue sur trois scénarios. Donc, scénario opportuniste. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Mais scénario opportuniste, c'est-à-dire la personne qui n'a pas prévu de cambrioler la banque, mais qui se retrouve dans un cas où il va pouvoir le faire. Alors ça peut être tout simplement un mec qui visite la banque, un client, et puis qui voit une porte ouverte et qui voit un ordinateur, un PC portable qui traîne. Il va peut-être le récupérer, ne serait-ce que pour la valeur marchande de l'ordinateur portable vierge, sans penser à ce qu'il y a dedans. Mais vous avez eu des cas comme ça il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, pendant la construction d'une prison dans l'est de la France. Il y a 2 ordinateurs qui ont été volés dans les locaux dans les Algeco qui servaient à la construction. Il y avait 2 ordinateurs qui contenaient les plans de la prison. Ces ordinateurs-là ont été volés. Je ne saurais pas vous dire s'ils ont été volés
dans le but de connaître les plans de la prison ou juste pour voler des ordinateurs, les revendre sur eBay, mais il y avait quand même les plans de la prison dedans. C'est le genre de choses qui peut être considéré comme grave. Donc le risque opportuniste, il est réel. Ça peut être une personne qui est à la rue, il est 2 heures du matin, il est devant la banque, il a envie de dormir au chaud, bah, il va forcer un peu sur la porte. Si la porte elle s'ouvre, il va dormir au chaud. Mais en attendant, quel est le risque pour la banque qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur? S'il voit des ordinateurs, s'il voit des données informatiques utiles, il pourra peut-être les utiliser. Après, vous avez ce qu'on va qualifier au sens très large du crime organisé, ou en tout cas de gens organisés, qui ont vraiment comme objectif la banque et qui ont un but. Ça peut être de l'argent, ça peut être des données, ça peut être de faire du chantage à la banque, de dire on a volé ces données, combien vous nous donnez pour les récupérer. Bon, il peut y avoir pas mal de scénarios possibles de ce point de vue-là. Et puis, vous pouvez avoir quelqu'un de réellement déterminé. Alors, quelqu'un de réellement déterminé, c'est quelqu'un qui a un but, c'est cette banque-là. Alors, je prends toujours l'exemple de la banque parce que c'est ce test-là, mais encore une fois, ça peut être n'importe quelle entreprise, ça peut être votre concurrent qui dit, moi, je veux les plans du prochain projet de mon concurrent. Vous travaillez sur un nouveau projet, vous avez des prototypes en impression 3D, ça peut être tout simplement de dire, je vais aller fouiller les poubelles pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis à la poubelle. Un prototype, il n'est pas bon, on le met à la poubelle. Et c'est très facile de détruire du papier. On a les broyeuses au bureau. C'est beaucoup plus difficile de détruire des prototypes quand on fait de l'impression 3D. Et si on en fait 10 dans la journée, je ne sais pas si on en a, enfin j'imagine parmi vous, il y en a qui font de l'impression 3D. Quand on crée un produit, en général, on en fabrique 10 avant qu'on en ait un qui marche. Mais les 10, ils ressemblent déjà énormément au produit final. Donc si vous mettez ça dans votre poubelle, quelqu'un va fouiller votre poubelle. Il sait globalement sur quoi vous travaillez. Donc ça peut être quelqu'un de très très déterminé, ça peut être un concurrent, ça peut être un gouvernement extérieur qui généralement n'aura pas de limite de prix. Parce que si ça lui coûte 1 million d'euros pour rentrer chez vous, finalement les 1 million d'euros, il va les récupérer peut-être en 6 mois parce qu'il va déposer le brevet avant vous. Donc il n'y a plus de notion, il n'y a même plus de notion d'argent, il n'y a plus de notion de savoir. Tout devient possible. Donc on rentrera un peu plus dans le détail là-dessus. Maintenant, je rentre vraiment dans le détail de comment on fait ce genre d'audit ou ce genre de test d'intrusion. Comment ça se passe dans les faits? Un peu comme tout, hein, on commence par des recherches. Donc on va sur place, voilà, on va à la banque, on va voir le local poubelle, on va voir le bureau du directeur si on a la possibilité, en se faisant passer pour un client. On va faire de la reconnaissance, on va prendre en photo, on utilise Google Maps, hein, ça marche très bien pour avoir une vue aérienne, savoir quels sont les bâtiments connectés. On peut aller au cadastre, on peut aller par exemple à la mairie demander le réseau CPCU, donc les réseaux souterrains qui passent sous la ville. S'il y a un tunnel qui passe juste sous la banque, il y en a qui les ont utilisés. Voilà, tout ce genre d'informations. Vous avez aussi, je dirais simplement Internet. Hein. Internet, vous pouvez vous renseigner. Vous avez notamment le forum de crochetage dont je vous parlais, qui est un forum public, comme il existe des milliers de forums sur Internet. Si vous avez vu, je ne sais pas moi, sur ce bâtiment, vous avez vu une serrure de telle marque ou tel modèle, vous allez voir. Et puis vous pouvez, je dirais tout bêtement, dire salut, j'ai cette serrure-là, j'essaye de la crocheter. Comment on fait? Alors normalement, on essaye sur le forum de ne pas aider les gens à faire des bêtises, mais quelqu'un d'un petit peu motivé, il arrivera à faire passer ça, ou il va acheter la même serrure à Leroy Merlin pour prouver que c'est pas une serrure qui est installée quelque part, et il va dire je galère, j'essaye de crocheter ça, j'ai envie de la crocheter, bon voilà. Et avec ce genre d'infos, on arrive à savoir quelles sont les méthodes. Moi, ça peut me servir aussi. Demain, j'ai une cible, je vais pourquoi pas regarder ce qui a été posté, ou poser une question, dire tiens, vous feriez comment? Ça peut toujours servir. Et puis vous avez des bases de données qui existent, qui sont publiques, des passionnés de serrurerie par exemple, qui vont également poster des informations sur le fonctionnement des serrures, sur ce qu'il y a dedans, etc. Donc ça c'est la phase de recherche, vraiment de recherche théorique. Après vous allez avoir la recherche pratique, donc les tests en atelier, donc du reverse engineering. Typiquement, vous achetez la même serrure que votre cible, vous la démontez pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez le nombre de goupilles, la forme des goupilles, ça vous donne des éléments pour savoir par exemple quel genre d'outil vous pouvez fabriquer pour cette serrure-là. Vous pouvez passer à la fabrication. Donc là par exemple, c'est une clé avec des aimants dessus. Et là c'est un support qui a été fait en impression 3D avec un papier magnétique qui permet ici de voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a des dessins qui se forment qui correspondent en fait à la combinaison de la clé. Donc là c'est juste la phase de prototypage, de dire ok, voilà ma cible, j'ai compris comment elle fonctionnait,
je fabrique un outil qui me permet de tester sur cette cible-là. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et puis vous avez carrément des tests à faire, hein, évidemment, avant d'aller sur votre cible. Il vaut mieux tout faire chez vous avant de vous exposer à votre cible. Donc là, on va voir si ça marche. C'est toujours la grande inconnue des PowerPoint. Ça marchait bien avant, hein. Ouais, ça marche. Bah, c'est mon PC, mais le fait que son HDMI, peut-être il n'est pas content. Bon, et ben voilà, donc c'est le foirage habituel. Attendez, je vais juste l'essayer. Si je fais ça, non, super. Promis, c'est pas nous. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc là c'est juste pour vous montrer, c'est une faille que j'avais trouvée il y a quelques années, notamment sur un modèle de serrure qui est vraiment de bonne sécurité, qui est très difficile à crocheter, etc. Sauf qu'il a une faille assez importante, notamment, c'est que on vous dit peut-être souvent, laissez votre clé côté intérieur, comme ça évite si quelqu'un a une clé, ça évite qu'il puisse rentrer chez vous. Je pense que vous avez déjà tous plus ou moins entendu ça. C'est vrai dans 95% des cas. C'est surtout pas vrai ici. Parce que là, alors si vous venez avec une autre clé, ça ne marchera pas. Mais si vous venez avec ça, en fait, on a accès par l'intérieur. C'est juste un exemple parmi d'autres, hein, mais pour vous montrer que ça doit passer par le test pour savoir que ça marche. Donc là, vous voyez, j'arrive à faire tourner en fait la clé de l'autre côté. Là, on est sur une serrure qui vaut entre 100 et 200 euros quand même, avec des clés qui sont protégées contre la copie, donc des clés brevetées pour dire les choses. Là, on est sur un autre modèle du même fabricant, donc qui a la même faille, mais le modèle est différent. Pareil, on est sur une clé qui est protégée contre la copie. On est sur un modèle de haute sécurité qui est relativement cher. Voilà, et donc là, vous avez un mécanisme qui a été finalement mal pensé à ce niveau-là. Alors ça, je vous rassure, le fabricant est prévenu depuis 5 ans, donc il ne l'a toujours pas résolu, parce que vous comprenez, en 5 ans, c'est un peu compliqué. Il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Mais voilà. Donc je me permets maintenant d'en parler de manière un peu plus publique, parce qu'ils m'ont globalement dit merci beaucoup. Et voilà. Hop. Et ensuite, on passe à l'intrusion en elle-même. Alors l'intrusion en elle-même, ça passe en général par une équipe. C'est rare de faire une intrusion tout seul parce que c'est rare de tout savoir faire. Il y a aussi des risques qui sont des risques physiques. Alors les gens sont beaucoup plus frileux à organiser un test d'intrusion en boîte noire parce que concrètement, il peut y avoir un vigile avec des chiens. Ou un vigile avec un taser ou une bombe lacrymo, même s'il n'a pas le droit de l'avoir par exemple, mais il voit quelqu'un en train d'escalader une banque, il peut mal réagir, quoi. Donc les gens sont pas toujours chaud et moi personnellement j'aime bien y aller à 2 ou 3 quand même aussi, on sait jamais. Voilà. Mais du coup, vous avez la partie tactique ouverture, donc là c'est plus ma spécialité je dirais. Vous avez la partie social engineering. Moi, je suis assez mauvais, donc j'essaye, mais en général, je laisse surtout parler les autres s'il y a besoin. Ou sinon, je laisse le mec parler. Alors ça, c'est une technique de social engineering qui marche très bien. Je pense que tu nous en parleras peut-être ce soir. Mais si vous faites attraper en train de faire un truc que officiellement vous n'êtes pas censé faire, vous attendez. Le mec il va dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes là pour je sais pas, pour le congrès machin? Ouais. Mais vous cherchez la porte de truc? Ouais. Et voilà, et en fait, on vous y emmène. Voilà, c'est tout. Vous dites non, mais je cherche juste à sortir. Et en fait, les gens en face de vous, ils savent pas trop pourquoi vous dites ça, comment, tout ça. Et puis ils se disent, le mec il demande à sortir, il vaut mieux ça que de se battre. Même si c'est vrai, pas vrai, on sait pas, il a un couteau, il a une bombe lacrymo, il a tout ça. Donc il vaut mieux la jouer gentil, mais il vaut mieux laisser parler le mec. Donc moi en général, c'est ce que je fais, quoi. J'attends jusqu'à ce qu'ils disent il est complètement débile. Et voilà. Et en général, ça se passe aussi très bien. Et puis, c'est bien aussi de faire de l'escalade. Donc là, vous verrez, il y a un de mes collègues que je fais intervenir quand j'ai des tests d'intrusion comme ça, qui lui s'occupe de la partie escalade. C'est assez rigolo. Alors concrètement, sur cette banque, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai commencé par le scénario opportuniste, en tout cas je vous le présente comme ça. Donc c'est quelqu'un qui se balade dans la rue, ça peut être, je vous dis, une personne sans abri, ça peut être un passant, ça peut être un petit jeune qui a envie de faire des conneries, un petit jeune, hein, parce que c'est quand même le cliché, il faut que ce soit un petit jeune. Ça peut être un client en visite, encore une fois, client en visite, il voit un PC qui traîne, ou un Mac, hein, tant qu'à faire, qui va vouloir le récupérer.
Donc là, les contraintes de ce scénario, c'est uniquement des outils du quotidien. On ne peut pas venir avec un outil high-tech de crochetage, tout ça, parce qu'on n'est plus dans l'opportunisme. Donc ça va être éventuellement allez, une petite lame, un petit couteau, un petit couteau suisse, un tournevis à la limite. On peut avoir un tournevis ou un équivalent de tournevis, mais ça va à la limite pas aller beaucoup plus loin. On va avoir un fil de fer qu'on va trouver par terre, mais voilà. En général, ça va être une seule personne. Là, on ne parle pas d'une équipe, on parle vraiment juste d'une personne qui a envie ou besoin ou l'opportunité de faire quelque chose. Et très peu de préparation. Donc, on arrive sur quelque chose, ça marche ou ça marche pas, mais c'est maintenant. Vous avez donc ensuite le deuxième type de scénario dont je vous ai parlé, c'est l'équipe qui est préparée. Donc là, ça peut être une équipe de cambrioleurs, ça peut être vraiment du crime organisé qui cherche à amasser de l'argent, à faire du chantage, etc. Où là, on va être sur des outils potentiellement plus chers qui vont aussi pouvoir monter une entreprise officielle, par exemple de serrurerie ou de sécurité, ou voilà, pour pouvoir acheter officiellement du matériel, et derrière, ils l'utilisent de manière illégale. C'est en général un travail d'équipe et avec de la préparation. Donc là, quelque chose de plus complexe sera possible, je dirais, dans ce scénario. Et puis vous avez vraiment le scénario le plus complexe, je dirais le plus haut de gamme, où là on a budget illimité, des gens vraiment entraînés, ça peut être des anciens militaires par exemple, ou enfin là on parle du principe voilà, de mercenaires, d'espionnage industriel, de choses comme ça. C'est aussi un risque qui existe. Donc après la question en termes de tests d'intrusion, c'est est-ce que vous voulez qu'on teste ça ou pas? Si vous avez une boulangerie, vous voulez peut-être à la limite juste éviter l'opportunisme, qu'on vienne voilà, vous piquer ce qu'il y a dans la caisse, etc. C'est pas le crime organisé qui va venir chez vous, sauf si vous avez de la farine spéciale. Mais voilà. Ou si un jour les cheesecakes sont autorisés, peut-être que vous en aurez, mais voilà. Ça dépend vraiment du cas de figure, de ce que vous cherchez à protéger et de contre qui vous cherchez à vous protéger. Donc l'opportuniste, on va avoir par exemple des portes qui sont mal verrouillées, vous avez des portes qui sont mal pensées, et où on va avoir du côté extérieur, on va avoir accès au petit loquet, et simplement avec un petit couteau, une petite lame métallique, on va pouvoir ouvrir. Donc là, on va retenter la vidéo, mais Il faut être deux là, parce que... Ah, ça marche. Faut tenir en même temps, tu tires en même temps, tire. Donc là, alors là, en l'occurrence, on galère un peu parce qu'il n'y a pas du tout de poignée. Et si on avait eu une ventouse ou quoi, on aurait eu un peu plus facile. Mais là, on est vraiment en mode opportuniste. On a une lame métallique dans la main. Ça pourrait être un bout d'essuie-glace. Voilà, on vient juste... Mince. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on vient vraiment juste appuyer. C'est une porte qui est que claquée, mais comme il n'y a pas de poignée extérieure, on n'est pas censé pouvoir l'ouvrir. C'est une sortie de secours, si vous voulez. On ne peut l'ouvrir que quand on est de l'autre côté. Ça, c'est très, très, très courant. Et notamment ce dont je te parlais, voilà. C'est courant. Enfin, il y a beaucoup de bâtiments qui ont ce genre de choses. Alors, on ne s'attend pas à ce que ce soit de la haute sécurité, hein, mais malgré tout, on s'attend à ce que ce soit verrouillé. Si on n'a pas mis de poignée extérieure, c'est en se disant personne ne rentrera par là. Et finalement, quelqu'un rentrera peut-être par là avec un bout de ferraille. Alors, vous avez aussi des portes. Là, par exemple, vous avez une porte avec une ventouse magnétique en haut. Sauf que des ventouses électromagnétiques comme ça, il en existe deux types. Il en existe des qui sont de contact et vous en avez qui sont en cisaillement. Celles en cisaillement sont 3 ou 4 fois plus chères. Donc là, ils ont mis en cisaillement un modèle de contact. Sauf que c'est pas fait pour. Et donc là c'est avec une espèce de pied de biche en plastique. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même dommage parce que là on est sur une porte qui globalement doit quand même valoir je pense au moins 1000 € hein, avec le verre, l'installation, tout ça, et on n'a juste pas mis la bonne ventouse. Alors c'est sûr que c'est plus cher, mais ça c'est le genre de choses. Alors là le client a été quand même assez intelligent, il a fait ce test d'intrusion avant que les employés rentrent dedans. Il l'a fait à peu près 3 mois avant pour avoir le temps de réparer les erreurs. C'est aussi le but d'un test d'intrusion, je vous ai dit, c'est de réparer les erreurs, si possible avant qu'elles soient problématiques. Voilà, c'est la même porte, mais avec une ventouse. Alors là, on est un tout petit peu moins dans l'opportunisme, parce qu'il faut une ventouse. Mais bon, vous avez vu la facilité. Je peux vous la relancer, je ne sais pas si ça marche si je fais ça. Voilà. Il n'y a quand même pas besoin d'énormément de force, quoi. C'est une vraie porte, c'est une vraie banque. Hein. C'est vraiment grave, quoi. Alors après, vous avez aussi la possibilité d'aller dans cette banque-là, de l'extérieur. Alors attendez, comment...
J'ai peut-être foiré, il me manque une slide, j'ai l'impression. Disons que là, si vous avez accès, si vous avez accès en tant que visiteur de la banque, vous avez accès au parking. Vous avez normalement pas accès au bureau, ou etc. Enfin, si vous êtes au niveau normal, vous pouvez pas rentrer dans les bureaux. Il faut à chaque fois badger, etc. Mais si vous passez par le parking, vous avez non seulement accès au bureau, mais vous avez aussi accès à toute la machinerie. Donc vous pouvez même couper l'électricité, vous pouvez couper le chauffage, vous pouvez couper la clim. C'est des choses qui peuvent être quand même dangereuses quoi, dans un bâtiment. Qu'on parle d'informatique ou pas, mais bon là typiquement vous coupez l'électricité, même s'il y a des secours, il y a des batteries, il y a tout ça. C'est un vrai problème. Et là les portes sont même pas fermées à clé. Hein. Je vais me garer, j'ai rendez-vous à la banque, je vais me garer. Je me balade dans le parking, voilà, j'ai accès à plein de choses. Et là en plus on peut se balader sous la banque. On est dans les souterrains de la banque, donc on peut aller dans différents bâtiments de la banque. Alors, scénario suivant, vous avez donc l'équipe préparée, dont on parlait tout à l'heure, avec éventuellement du matériel plus cher, avec une préparation à l'avance, avec, je dirais, une volonté, une détermination aussi qui est plus marquée. Donc là, par exemple, on est passé par l'immeuble voisin. Donc là, ça nous a permis, enfin Google Maps par exemple, nous a permis, avant même d'arriver à l'adresse, de savoir qu'il y avait un immeuble qui était collé. Donc on s'est déjà dit à l'avance, on va peut-être essayer. On a pu rentrer dans l'immeuble. Donc là, on est tout en haut, voilà. Tout en haut, il y a une trappe d'aération en cas d'incendie ou pour accéder au toit pour les antennes et autres. Donc on a pu aller sur le toit. Et donc là, vous voyez un voyou avec sa lampe frontale au fond là-bas, qui s'approche de la banque. Voilà, donc un vrai voyou qui va dans le bureau du PDG. Voilà. Donc c'est quand même très grave quoi, sur le principe. En fait, il n'y a pas d'alarme ni de détecteur, même de barrière physique au-delà du rez-de-chaussée. On considère que pour aller à un étage supérieur, il faut de toute façon passer au rez-de-chaussée, donc ça sert à rien de mettre une alarme plus haut. Sauf que si on arrive déjà par le haut, en fait, il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien. Donc l'accès presque le plus facile, c'est d'aller dans le bureau du PDG quand même, ce qui est encore une fois un peu gênant. On peut imaginer que dans l'ordinateur du PDG, il y a des choses intéressantes. Donc là, on était complètement à l'extérieur de la banque. Là, c'est un accès, on est physiquement dans le campus de la banque, c'est une assez grande banque, enfin, il y avait 5 ou 6 bâtiments, donc on est dans la cour intérieure de la banque, et on se rend compte qu'on peut escalader et monter littéralement jusque sur le toit. Là, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut un mec qui grimpe, hein. Là c'est pas moi, je suis pas fou, chacun son truc, mais voilà, lui il grimpe. Et voilà où on se retrouve quand même, où on a accès à pas mal de choses. Alors après, moi j'ai appelé ça une porte bizarre parce que j'avais jamais vu ce genre de système. Donc ça c'est au plafond, enfin c'est en haut de la porte, et c'est un pen qui est biseauté des deux côtés mais qui est bloqué. On peut pas le repousser quoi. Mais il est taillé un peu en biseau, ce qui fait que si on force un peu, ça force pour le rentrer. En l'occurrence, il rentre pas, mais c'est l'idée. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, c'est des coussins qu'on utilise en général plutôt pour l'ouverture de véhicules, qui servent aussi quand on fait de l'installation de menuiserie, dans le domaine du bâtiment. C'est des coussins gonflables qui ont à peu près 300 kg de force de pression. Là, vous allez voir, j'en utilise deux pour en fait essayer d'écarter un peu la porte de la partie haute. Donc j'en glisse un à gauche. Voilà, donc je les pompe, je dirais au maximum. Et vous allez voir qu'après, il suffit de tirer un tout petit peu fort, mais sans, voilà, pas énormément fort. Sachant que là, vous voyez, vous avez normalement, vous devez badger pour accéder, pour passer de l'autre côté. Donc encore une fois, on est déjà à l'intérieur, il peut y avoir du passage, il peut y avoir tout ça. On n'attend pas de cette porte que ce soit une porte super blindée, super sécurisée, mais on attend qu'elle empêche quelqu'un de rentrer en moins de 10 secondes. Et là, en l'occurrence, il faut moins de 10 secondes. Des coussins comme ça, il y en a pour moins de 50 €. C'est inadmissible sur le principe qu'on puisse ouvrir aussi facilement avec si peu de matériel, notamment dans une banque. Voilà, donc là pour le parking, on peut aussi y accéder par l'extérieur. Donc là, on s'est rendu compte que par l'extérieur, on pouvait. Là, voilà, j'ai enlevé les lattes là en l'occurrence, j'ai pas tout enlevé parce que bon après ils sont pas contents non plus. Puis on a des trucs plus rigolos à faire, vous allez voir. Mais là en fait, on a enlevé quelques lattes et vous allez voir à quoi on accède derrière. C'est en fait l'aération du parking et on arrive au même endroit. Donc de l'extérieur, en pleine nuit en l'occurrence, si on veut, on peut rentrer dans le parking et du parking remonter dans les étages ou
ou couper le jus, ou voilà. Même principe. Alors vous avez un autre accès qui était rigolo, et ça qui est extrêmement courant, c'est les sorties de secours, c'est les portes anti-panique. Le principe de ces sorties de secours, c'est qu'on doit avoir toujours une sortie libre. Donc de l'intérieur, il suffit d'appuyer sur la barre pour sortir. Bien sûr, de l'extérieur, il faut la clé, voire on peut des fois même pas ouvrir du tout de manière officielle. Alors là, il se trouve que alors là, cette photo-là, c'est pas la vraie photo. Ça, c'est une que j'avais trouvée sur Internet. Mais voilà, là, c'est la vraie porte. Et en fait, c'est une porte. Bon, c'est un lieu qui est assez vieux, enfin, qui a été rénové, etc. Mais là, au sous-sol, en tout cas, la porte elle-même, elle était là, je sais pas, depuis 5 ans ou 10 ans peut-être. Elle a eu diverses réparations, etc. Et il se trouve qu'il y avait un petit trou dans la porte, qui, à mon avis, devait servir peut-être à fixer une serrure à une époque, ou j'en sais rien. Ce petit trou, alors je vais vous montrer côté extérieur et après je vais vous montrer côté intérieur. Donc là, en fait, juste avec un fil de fer, on se glisse dans le petit trou et on va venir finalement attraper la barre qui est côté intérieur pour faire croire à la porte qu'on est côté intérieur. Donc là, bon, je galère un peu, mais voilà. Avec un trou qui était déjà fait, mais en plus, un trou comme ça, au pire, vous le faites, ou un voleur le fait, qui va remarquer qu'il y a un trou dans une porte? Alors moi, ça m'est arrivé sur un autre test d'intrusion où il n'y avait pas de trou. J'ai fait un trou, enfin j'en ai fait 4 en l'occurrence, mais il n'y en avait qu'un qui me servait. Et après, j'ai mis une pancarte avec des vis dans les trous en disant entrée interdite. Voilà. Et donc, personne ne se pose la question, quoi. Il y a des trous, bah ouais, il y a des trous, mais enfin, voilà, c'est le technicien qui a mis sa pancarte. Alors je vous montre côté intérieur que vous voyez bien comment ça marche. Donc là, on va voir arriver, voilà. On voit arriver le fil de fer. On vient se poser sur la barre. C'est moche, hein? Voilà, mais vous voyez, c'est encore plus facile que de craquer un mot de passe Wi-Fi. Hein. Pourquoi on s'emmerde avec le Wi-Fi, fil de fer, et on est bien. Donc là, on commence à arriver vraiment sur les trucs un petit peu plus péchus, mode Yamakasi, où là, on a carrément escaladé la banque de l'extérieur. Alors là, il se trouve en plus qu'on était à 300 mètres d'un commissariat. On l'a fait la nuit parce que c'est quand même plus rigolo. Et il était minuit, on a quelques personnes qui passaient, qui promenaient leurs chiens, qui faisaient leur footing, tout ça. Personne n'est venu nous poser une question déjà. Enfin voilà. Donc pour vous dire à quel point les gens s'en foutent, hein, complet. On est en train d'attaquer une banque, quoi. Et il y a personne dans la rue qui s'inquiète. Alors juste avant de vous montrer ça, il y a un truc, mais j'ai pas fait de vidéo ni de photo, donc je peux juste vous en parler, mais pas vous montrer. Il y a des sas à l'entrée de la banque, enfin des gros tourniquets. Il faut badger, il faut tout ça. Et il y a un truc qui était un peu mal fait. On arrivait en escaladant à peine 2 mètres, à passer au-dessus. Il y avait un toit qui était un peu en biais. Donc j'ai un des tests que j'ai fait, j'ai escaladé ce petit truc et j'ai fait littéralement du toboggan sur le toit de l'accueil. Il était midi, donc les gens partaient manger. Et les gens me voient, donc ils me voient quand même faire du toboggan, ils me voient escalader le truc, machin. Enfin, on est au siège de la banque, quoi. Et après, bon, bien sûr, tout détendu, bonjour, bon appétit, voilà, bonne journée. Et en fait, il n'y en a pas un qui dit, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? À la fois, j'ai envie de leur dire, et ça, c'est un conseil que vous pouvez aussi donner à vos collègues, si vous voyez un taré qui escalade et qui fait du toboggan sur l'accueil comme ça, mec, il est bizarre. Donc, dites-lui bonjour, risquez pas votre vie. Parce que c'est vrai, moi je fais ça. Qu'est-ce que je viens faire dans cette banque? Pourquoi j'escalade la banque? Ils savent pas si je viens avec un couteau, si je viens avec une arme, si je viens... Voilà. Donc, les salariés, je trouve bizarre qu'ils réagissent pas, mais à la fois, il vaut mieux pas qu'ils réagissent. Parce que s'ils disent vous n'avez pas à être là, s'ils s'énervent, si le mec en face il a un couteau, on risque pas sa vie pour ça. Et en l'occurrence, le mec de la Sécu est arrivé, au bout de un peu trop longtemps, mais il est arrivé, il était essoufflé, il était mort, parce qu'ils ont l'intelligence de mettre le PC sécurité à l'autre bout par rapport à l'accueil, ce qui est logique. Enfin, voilà. Et donc je l'attendais, je marchais lentement et je l'ai vu, il m'a dit ah, c'est encore vous. Parce que là, pour le coup, c'était... On n'était plus trop sur le boîte noire, là on leur en faisait tellement que voilà, le but c'était d'essayer de voir tous les accès possibles, donc au bout d'un moment il savait qu'on était là quand même. Et bon, il était triste, il avait couru au moins 200 mètres là et il est reparti en marchant. Mais voilà, il y a un peu de réaction quand même. Voilà. Donc, alors là, la vidéo, j'ai accéléré un peu parce que sinon, vous allez voir, ça prend un peu de temps, mais c'est tout à fait réaliste. Donc là, en fait, avec une perche, on vient s'accrocher sur les balcons de sécurité, c'est les balcons qui servent pour le nettoyage des vitres ou des choses comme ça.
Donc on accroche un mousqueton là-haut. Il y a plein de façons de faire, hein, mais en tout cas c'est celle-ci, cette technique-là qu'on a utilisée. On accroche une corde, voilà, et sur cette corde, on monte une petite échelle de spéléo. Voilà. Donc là, je vous dis, on a 300 mètres d'un commissariat en pleine rue, hein. On est peinard, on est bien. Voilà, donc on grimpe tranquille. Et puis après, on est sur les balcons. Et en l'occurrence, alors là, je l'ai pas mis dans la vidéo parce que ça prend trop de temps, mais de balcon à balcon, on fait la même chose. On reprend la perche, on se reclique, on monte, on monte, on monte. Voilà. Et après, là, alors là, il n'y a que lui qui l'a fait, hein, pour la démo. Moi, je ne veux pas mourir. Et après, il est descendu en rappel, ce qui est assez rigolo aussi. Voilà. Là, on le voit qui marche sur les balcons. Alors après, dans les choses plus liées aux serrures, pour la suite, pour vous montrer, il y a 1000 façons, et c'est pour ça que j'ai adoré ce test d'intrusion, parce qu'on s'est régalé, quoi. Mais ils le savaient, c'est aussi pour ça qu'ils nous ont appelés. Ils savaient qu'ils n'étaient pas bien, quoi. Donc ils voulaient des conseils. Vous avez des cylindres, par exemple, qui peuvent dépasser. Voilà, vous avez ça, je l'ai vu plusieurs fois sur des banques, notamment, parce qu'ils ont tous un peu les mêmes modèles de cylindres, les mêmes installations. Le cylindre dépasse tellement que la vis de fixation du cylindre, c'est un modèle un peu particulier, qui est ce qu'on appelle modulaire. Et il y a une vis en dessous qui permet de démonter le cylindre. Donc là, véritablement, c'est une clé qui est non copiable, qui est quasiment impossible à crocheter, qui est tout ce que vous voulez. Vous venez avec une clé à laine, vous l'enlevez, vous tournez un petit coup de tournevis, et vous remettez le cylindre, et vous remettez la vis, et voilà. Vous avez ouvert, et il n'y a pas de trace de crochetage là, hein. Vous êtes tranquille, vous n'avez même pas touché au truc de la clé. Donc là, pour vous montrer plusieurs modèles qui font ça, il y a beaucoup de modèles très haut de gamme qui font ça, parce que là, c'est une question économique. Pour éviter d'avoir du stock sur différentes longueurs, ils ont une seule longueur et des rallonges. Et du coup, ils ont un système qu'on appelle modulaire. Alors là, il y a un truc qui est un peu mieux. Voilà, là aussi, je vais vous dire après. Mais là, c'est qu'ils ont mis de la peinture dessus. Alors, ça paraît rien, mais ça fait l'effet d'un scellé. Donc, ça n'empêche pas de le démonter. Mais par contre, on peut voir que ça a été démonté. On peut voir que la peinture a été enlevée. Voilà. Donc, on peut comprendre qu'il y a un truc bizarre. Là, il y a autre chose qui est pas mal, c'est que là, c'est du 5 pans et pas du 6 pans. Et pour trouver un tournevis 5 pans, c'est pas facile. Bon, moi, j'ai appelé le fabricant, il m'en a envoyé un. Mais sinon, c'est pas facile. Pour l'opportuniste, en tout cas, c'est pas évident. Voilà, donc après, alors là, c'était sur une réserve quelconque, je dirais, hein, dans la banque. Vous avez tous déjà vu ce genre de choses. Ça se crochette relativement facilement. Mais pourquoi s'embêter à crocheter quand on peut le faire à la James Bond? Un petit coup de feutre ultraviolet dessus. Vous attendez le lendemain. Les gens tapent leur code. Et vous avez ici les chiffres qui ont été utilisés. Le feutre a été retiré. Et là, on est sur un système où il n'y a pas d'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 4, 5, 2, 3, c'est le même code. Il suffit juste d'appuyer les bons chiffres. On est sur du mécanique, on n'est pas sur de l'électronique. Donc là, vous revenez derrière, vous appuyez les 4, c'est ouvert. Voilà. Et là, si on va vraiment sur je dirais le très haut de gamme, et encore, bon, il fallait que je fasse une présentation pas trop longue, et voilà, il y a aussi des choses qui ne se disent pas en public, mais pour les choses quand même rigolotes et qui ont leur importance, on peut aller plus loin, notamment utiliser les codes qui sont gravés sur les cylindres. Un code qui est gravé sur un cylindre, c'est une information, c'est une référence. Cette référence, elle sera utile ou pas, mais dans certains cas, elle est utile. Elle va correspondre chez le fabricant au lieu qu'on va essayer au lieu où on va vouloir rentrer. En l'occurrence, ce code-là, c'est le numéro de dossier, on va dire, du système de clé, de l'organigramme. Donc là, moi j'ai appelé le fabricant en disant bonjour, j'ai perdu une clé, je voudrais acheter la clé qui ouvre tout sur ce système-là. Bien sûr, mais vous savez, cette clé elle est réservée à la banque. Oui, je sais, mais c'est la banque qui me l'a demandé. Ah bon, il faut nous le prouver. Il n'y a pas de problème. J'ai pris le logo de la banque sur le site de la banque. J'ai trouvé un nom à la con, voilà. Et j'ai fait un message en disant je sous-signais Monsieur Bidule, responsable sécurité du patrimoine et des valeurs immobilières de la banque, machin, autorise Alexandre à commander la clé pour nous. Voilà. Je leur ai envoyé ça. Ils m'ont envoyé la clé, 50 €, 1600 portes. Voilà. Pas cher. Pas cher l'ouverture. Après, il se trouve en l'occurrence que je connais le fabricant, je connais la procédure, je sais ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, je sais comment il vérifie ses documents. Voilà. Donc, mais ça demande de la préparation et à la fois, là on est dans le social engineering en l'occurrence, mais de toute façon il faut tout ça pour que ça marche.
Alors là, je ne veux pas vous montrer la vraie clé complète parce qu'il se peut qu'ils n'aient pas tout changé, tout ça. Donc, je préfère quand même voilà, respecter mon client là-dessus. Il se trouve que si on connaît la combinaison du pass général, avec certaines clés, juste en modifiant un tout petit peu la clé, on arrivait à recréer le pass général. Donc, avec une clé de niveau inférieur, on arrive à créer une clé de niveau d'accès supérieur. En l'occurrence, ici, juste en rajoutant de la cire, de bougie ou autre, pour remonter un peu la valeur, parce qu'on peut facilement limer, mais c'est pas toujours évident de rajouter de la matière sur une clé. Mais là, en l'occurrence, juste avec un bout de cire un peu dur, on a pu faire le pass général. On a trouvé une clé où il manquait juste un élément en fait pour faire le pass. Une autre façon, moi que j'adore, c'est le moulage. Alors le problème, c'est que là, on est sur une clé avec une pièce mobile, donc qui est officiellement pas moulable. Enfin, en tout cas, qui n'est pas reproductible par moulage. C'est pas grave, on va prendre une clé qui a déjà le mobile et on va l'utiliser. Donc, je copie le pass général. Il faut avoir accès au pass général avant, évidemment. Hein. C'est la clé qui ouvre tout. Il faut y avoir accès par social engineering ou autre. Et ce qu'on fait finalement, c'est qu'on prend une autre clé et on garde que le bout qui nous intéresse. Et on va reproduire la partie pass général grâce au moulage. Et on se retrouve avec une clé mixte avec combinaison du pass général, présence, alors là on voit pas trop, c'est flou, mais présence du système mobile. Et on prend le lieu qui est de fait le plus sécurisé, enfin qui est vraiment, il y a le moins de clés possible qui y accèdent. Hein. Là c'est la vérité, hein. Enfin, c'était vraiment comme ça dans ce cas de figure. Et donc là, vous voyez, c'est ma clé avec mon morceau de métal mou, et vous voyez, ça tourne parfaitement. Donc on a réussi avec une clé qui était une clé, alors là pour le coup je sais plus, une clé d'un bureau ou une clé peut-être même des WC, à conserver juste la pièce qui nous intéresse et à rapporter l'élément qui ouvre tout. Je vais me dépêcher parce que je pense que je vais être en retard sur mon truc. Donc il y avait notamment des... Je suis en retard, c'est ça hein ouais. Il y avait des barrières infrarouges. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Barrière infrarouge qui fait en fait tout le long du mur pour voir si quelqu'un saute. Sauf que là, en l'occurrence, la barrière, il l'avait mis trop près du mur. Donc, ce qu'a fait mon ami qui, lui, a pas peur de sauter, voilà, lui qui a pas peur de mourir. Donc là, bon, il regarde un peu à quelle longueur, quelle hauteur il faut sauter, etc. Et en fait, il va tout simplement sauter par-dessus. Et on voit après, quand on va au PC sécurité, bah, la barrière, elle est verte. Ça veut dire que ça n'a pas détecté le fait que quelqu'un est passé à travers. Si quelqu'un escalade le long du mur, ça se voit. Si quelqu'un descend le long du mur, ça se voit. Mais quelqu'un qui saute au-dessus de la barrière, ça se voit pas. Parce que la barrière a été mal positionnée, en l'occurrence. Je crois que j'ai fini. Ouais. Alors bon, là, évidemment, je vous montre le truc, ça se passe bien, tout ça. On se fait pas courser par les chiens, on se fait pas, il n'y a pas un mec avec un taser, tout ça. Bon, bah des fois, ça arrive. Donc là, il n'y a plus qu'une solution, hein, c'est faut se sacrifier, on y va, quoi. Voilà. On le fait pas souvent, ça. C'est cool, non? Je peux pas dire. Hein? Non. Non, parce qu'après, ça peut dire qui est le client et qui... Voilà, donc non. C'est pas moi. Voilà, je vous dis, chacun sa spécialité. Et là, il fait partie de ceux qui escaladent, qui... Voilà. Moi, je suis pas fou. Un peu, mais pas comme ça, quoi. Voilà. Bon, inutile de dire que c'était assez impressionnant. Inutile de dire que c'était assez impressionnant. Naturellement, est-ce qu'il y a des questions? Non, je vise la tête. Hein. À Paris, on voit pas mal de serrures qui sont directement dans les murs devant les immeubles. Donc, dans le mur, à quoi est-ce qu'elles servent? Alors en général, c'est des serrures qui sont utilisées. Souvent, c'est des boîtiers à serrure. Enfin, c'est des boîtiers à clé. C'est comme des tubes ou des choses comme ça. Enfin, si on parle bien de la même chose. Et ça, c'est des tubes où à l'intérieur, il y a une clé ou le badge de l'immeuble. Et c'est utilisé souvent par soit les pompiers, soit la gestion d'ascenseurs. Où en fait, ils ont une clé qui est la même pour tous leurs clients. Ils ont installé ça chez tous leurs clients. Et ils ouvrent ce tube qui est un mini coffre-fort. Et à l'intérieur, il y a la clé de chez le client.
ça permet de faire du service voilà, pour les ascenseurs ou pour les pompiers en général. Si on parle de la même chose ou c'est pas ça? Ouais, je pense. Ok, voilà. Moi, j'ai cru comprendre que dans tout ce qui était cambriolage, il y avait beaucoup d'ouvertures destructrices qui étaient faites. Ouais. J'imagine que dans du test d'intrusion, le client il a moins envie de devoir changer ses cylindres derrière. Est-ce que c'est des trucs qui vous est déjà arrivé de faire, qui vous ont déjà été demandés ou... Ça fait partie du risque. Alors, dans les cambriolages, en fait, il y a un peu de crochetage aussi, sauf qu'il n'est pas vu parce que jusqu'il y a 1 an ou 2, personne faisait de forensic là-dessus. Donc, on disait juste la porte était laissée ouverte. Donc, statistiquement, il y en a 0%, mais dans les faits, il y en a. Après, au niveau test d'intrusion, c'est demandé, ça fait partie du prix de la prestation, entre guillemets. On lui dit, bah voilà, moi, je peux vous faire le test, entre guillemets, cambrioleur. Ça va vous coûter tant pour ma prestation, plus le remplacement de ce que j'aurais cassé pour l'occasion. Après, ça a un coût, mais c'est un coût qui est considéré comme marginal vis-à-vis de l'intérêt qu'on a à réellement se protéger. Donc oui, c'est déjà arrivé de faire ce genre de test. Après, évidemment, on essaye de rendre service au client et de le faire de manière à ce que ça lui coûte pas spécialement plus cher. Surtout que moi, limite, c'est pas moi qui lui facture, donc ça ne me sert à rien que ce soit cher. Je préfère facturer plus cher ma prestation. Ce sera la dernière question. Au niveau de vos intrusions, Oui. J'imagine que des fois, vous êtes face à... Enfin, comment dire, vous devez dégrader du matériel. C'est possible? Bah, ça dépend du scénario. Alors ça peut rejoindre un peu la même question selon ce que demande le client. Et puis, bah, évidemment, c'est quelque chose qu'on évite. Moi, souvent, on fait appel à moi pour des choses bah, justement un peu plus complexes, où le but, c'est de voir est-ce qu'on risque de se faire espionner, ou on s'est fait espionner, on veut savoir comment ça s'est passé. Donc, en général, on est plutôt sur on laisse pas vraiment de traces. Après, il y a aussi des traces qui ne se voient pas. Il y a des techniques, je dirais, d'intrusion. Typiquement, je veux rentrer quelque part, j'ai aucun moyen sans laisser de traces parce que c'est trop compliqué. Bah, je vais acheter la même chose, je vais détruire ce qu'il y a sur place, comme ça je peux rentrer, et je vais remplacer strictement l'identique. Le fait d'avoir détruit, je vais choper les éléments qui me permettent de recoder mon nouveau cylindre à l'identique, et je le réinstalle. Et à part le fait qu'il est neuf, il n'y a rien qui permet de voir que c'est pas celui d'origine, parce que le mec vient avec sa clé, elle marche. Je simplifie un peu, mais voilà. Après, c'est encore une fois, ça a un coût, mais là, c'est pas ce problème-là. Là, c'est le problème de les gens reviennent le lendemain, ils ne voient pas ce qui s'est passé. Et en général, ça se passe comme ça, c'est que quand on fait un test d'intrusion, moi je dis au client, bah, vous nous laissez une fenêtre de tir, où moi je vous dis, je viendrai entre le 1er et le 15 du mois. Je vous dis pas quel jour, sinon vous allez être à fond, voilà. Et puis bah, le 15, on vient le voir, on dit voilà, c'est bon. Il dit bah non, vous déconnez, on vous aurait vu. Et là, on lui dit bah regardez à tel endroit, on a collé un autocollant, regardez sous le tapis dans telle salle, on a glissé machin. Et là, évidemment, ils veulent savoir comment on a fait. Enfin, c'est le principe du rapport. Mais le but, c'est que ça se remarque pas, ouais, en général. Je sais pas. Justement, j'en profite. Sauf erreur de ma part, tu auras un stand. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire, pour ceux qui s'intéressent, j'ai amené de quoi crocheter un peu, quelques serrures, quelques outils de crochetage. Voilà, j'ai aussi quelques cadenas, démos, etc. Enfin, je peux vous montrer un peu plus loin si vous voulez. Donc je serai dans la salle derrière. Je vais me poser et voilà, ceux qui ont envie de bricoler un petit peu, on pourra s'amuser. Voilà. Accessoirement, c'est du très bon matériel. Moi, je le recommande. Je fais un peu de pub, certes, mais j'en ai moi-même quelques-uns. Bon, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements du coup pour Mr. Jack. Merci. Ok, la présentation suivante est encore en anglais. Ah, c'est marrant, il y a encore un groupe qui part. Je pense qu'il y en a vraiment qui doivent être fâchés avec la langue de Shakespeare. Bon, bah globalement, qui connaît Microtik rapidement comme technologie ici? Oula, ça fait peu de mains. Bah, Microtik, c'est une technologie pourtant qu'on voit vraiment aujourd'hui dans toutes les entreprises, qu'on voit partout, et qui finalement est assez méconnue et assez peu travaillée. Heureusement, aujourd'hui, cette présentation et ce talk vont essayer de vous expliquer plus en profondeur le fonctionnement de Microtik et les différents problèmes que ça peut rencontrer.